Penses-tu qu'il y aura un remaniement ministériel prochainement? Ness sur TikTok, non, je pense qu'il n'y aura pas de remaniement ministériel prochainement. Je pense que Tebboune fait du surplace. Je le répète encore une fois, Ness, Tebboune fait du surplace. Les remaniements ministériels de Tebboune ne sont pas des remaniements, ce sont des ajustements. Il prend les mêmes profils pour les changer dans les mêmes postes. Les ministères régaliens, ils ne touchent pas aux ministères régaliens, à l'exception de Saïd Saïoud qui a été promu lors du dernier remaniement ministériel en tant que ministre de l'Intérieur. Au niveau du ministère de l'Énergie, au niveau du ministère de l'Énergie, il a créé 2 ministères, donc c'est du jamais vu. On a 2 ministères, ministère de l'Énergie et des renouvelables, ministère des hydrocarbures et des mines. Juste pour garder Mohamed Arkab. Ministère des Affaires étrangères, il l'a gardé. Le ministère de la Justice, il a été conservé. Le ministère, donc, les départements régaliens qui sont l'intérieur, l'extérieur, les finances. Alors, les finances, c'est un ministère instable. Il y a eu énormément de changements. Je crois que Tebboune, il a consommé un ministre par an. Et on est en train de préparer une émission importante sur l'instabilité du ministère de l'Intérieur et le ministère de la Justice. Les ministères régaliens nous sont rarement touchés, ou ils sont remaniés. Les départements régaliens, comme l'énergie, ont créé 2 ministères complètement différents et qui sont opposés. Quelquefois, ils partagent même le même siège. Au niveau du ministère de l'énergie, il y a le ministère de l'énergie qui est occupé par la ministre, l'ancien PDG de Sonalgaz, et l'actuel ministre des hydrocarbures et des mines, qui est occupé et dirigé par Mohamed Arkab. Ça n'a aucun sens. Les remaniements de Tebboune, c'est une mascarade. Les remaniements de Tebboune, c'est une mascarade. Tebboune il n'y a pas d'homme qui veut travailler avec lui. Il y a un clan Tebboune qui est composé de quelques personnalités, de quelques personnes qui sont prêts à le servir loyalement, qui lui sont dévoués, mais ce sont des personnes aux compétences extrêmement limitées, aux vertus morales quasi inexistantes et au parcours personnel troublant ou entaché de pas mal d'irrégularités et de scandales. Quelques personnalités intéressantes travaillent pour le clan Tebboune, ils se comptent sur les doigts d'une main, et Tebboune avec son clan qui est restreint, il n'a même pas de quoi gouverner le pays. Il n'a pas de quoi faire un gouvernement Tebboune. D'ailleurs, il n'y a pas de gouvernement avec Tebboune. Tebboune, c'est lui le premier ministre, c'est lui le président. Le premier ministre en Algérie, actuellement, c'est quelqu'un qui n'a jamais occupé un poste de responsabilité. C'est quelqu'un qui n'a jamais eu une expérience à la tête d'une administration ou d'une institution de l'État. C'est quelqu'un qui n'est pas un politicien, n'a jamais milité sur le terrain. C'est un petit technocrate, un directeur central ou un académicien de formation, académicien universitaire, avec une petite expérience dans le management des entreprises et dans la gestion des affaires publiques. Il est devenu Premier ministre. Séfi, l'actuel Premier ministre Séfi. Est-ce que Séfi, demain, il sort dans la rue, les Algériens et les Algériens ne lui parleront même pas. Pourquoi? Parce qu'il est fantomatique. Mais à part quelques activités sur le terrain, mais à part quelques activités protocolaires, quelques sorties publiques et médiatiques, Séfi, il est complètement inconnu des Algériens et des Algériens. C'est quoi l'impact de l'actuel Premier ministre sur la vie des Algériens et des Algériens? Makash. À l'époque de Bouteflika, Yahya, c'était un Premier ministre. Sellel, c'était un Premier ministre. Ils avaient des prérogatives, ils avaient du pouvoir, ils avaient leur clan, leur entourage, leurs amis, des conseillers, ils avaient leur vision de la politique de l'avenir de l'Algérie, une vision du présent de l'Algérie, ils avaient un impact, ils avaient une influence, ils avaient une emprise sur certains secteurs du pays. Mais les ministres à l'époque de Tebboune, ils ne servent à rien. Abdelmajid Tebboune a concentré tout le pouvoir entre ses mains et entre les mains de son cabinet. Le vrai Premier ministre, c'est qui? C'est Boualem Boualem, Abdelmajid Tebboune. Le vrai Premier ministre, c'est Boualem Boualem. Les ministres, il y a des ministres qui ne travaillent même pas avec le Premier ministre en Algérie. Ils reçoivent des instructions et des ordres de la part directement de Boualem Boualem en tant que directeur de cabinet. Quelquefois, c'est pas Boualem Boualem, il charge quelqu'un, l'un de ses collaborateurs, pour appeler des ministres ou des secrétaires généraux ou des wali directement pour leur donner des instructions et pour leur dicter une certaine conduite et pour leur demander d'agir de telle sorte ou d'adopter de telle orientation. C'est Boualem et Abdelmajid Tebboune. Le pouvoir est al-Mouradia. Le pouvoir n'est pas au niveau du Premier ministère en Algérie. Les ministres en Algérie n'ont pas de pouvoir. Ce sont des mannequins. Tebboune a fait de ses ministres des mannequins. Donnez-moi un ministre qui a vraiment les clés en main. Dans tous les dossiers, dans tous les secteurs,
Les ministres avec Tebboune ne peuvent rien faire. Ils ne peuvent que appliquer ce qu'on leur demande de faire. Même leur proposition, leur force de proposition, elle est très réduite. Très réduite. Mais ça parle Saïd Sayoud, Ahmed Attaf. Et un peu moins, avant oui, Mohamed Arkab était influent, maintenant de moins en moins. Et Kamel Zik, aucun autre ministre du gouvernement n'a vraiment, il ne peut même pas proposer ou parler avec, proposer à la présidence ou à Abdelmajid Tebboune ou à Boualem Boualem, quoi que ce soit. Très peu de ministres peuvent accéder à Tebboune directement. Au là, ils sont 2 ou 3, pas plus. Tous les autres, ils sont sous la coupe de Boualem Boualem. De Boualem Boualem, c'est Boualem Boualem qui gère. Le véritable Premier ministre en Algérie, je le dis et je le répète, c'est Boualem Boualem. Si Tebboune veut faire un remaniement, il faudrait qu'il change Boualem Boualem. Il faudrait qu'il enlève Boualem Boualem et qu'il nomme un autre Premier ministre. Oui, enfin, il nomme un autre directeur de cabinet. Dans l'architecture actuelle du pouvoir algérien, le cabinet de Tebboune, avec son directeur de cabinet, avec tous les conseillers de Tebboune et les chargés de mission à la présidence de la République, ont des prérogatives illimitées et élargies depuis 2023. Depuis 2023, ils ont des pouvoirs extraordinaires. Les services de sécurité sont sous leur commande, les entreprises étatiques les plus importantes du pays sont sous leur commande, les secteurs les plus sensibles du pays sont sous leur commande, les ministres sont des marionnettes. Comme on dit chez nous en Algérie, un légume dans un plat sur un couscous. Un légume sur un couscous. Ni plus, ni moins. Donc Tebboune, va changer quoi? Il n'a pas besoin de changer. En réalité, avec Tebboune, moi, je lui aurais fait une proposition. C'est même pas la peine de garder le gouvernement. Moi, si j'étais à la place de Tebboune, je vais dissoudre le gouvernement, je vais gérer l'Algérie directement depuis son cabinet. Chaque conseiller sera chargé d'un secteur. Il y a des ministres avec Tebboune qui apprennent les décisions dans leur secteur, dans nos émissions. Ils ne sont même pas au courant de ce qui se passe dans leur secteur, ils l'apprennent dans nos émissions, puisque nous avons des sources à la présidence, l'information de ce qui va se passer dans leur secteur, ou de ce qui leur sera demandé, ou de ce qui leur a été demandé d'être fait, ils l'apprennent, ou ils prennent connaissance de ces évolutions dans nos émissions, puisqu'ils ne sont pas informés quotidiennement. On leur demande d'être ministre, de rester ministre. D'ailleurs, dans les remaniements d'Abdelmajid Tebboune, vous imaginez, il y a certaines personnalités qui ont été appelées à 18h pour leur dire, voilà, préparez-vous, vous allez devenir ministre. On va confirmer votre nom à 20h, au JT du 20h. C'est pas sérieux. Il y a certaines personnalités qui ont été approchées par la présidente, on leur a demandé leur CV, ils ont fait un entretien verbal uniquement, au téléphone, ils ont été nommés ministres un peu plus tard. Le nombre des ministres qui ont été nommés et changés par Abdelmajid Tebboune, ça c'est un bon sujet. C'est un très bon sujet, nous allons lui consacrer une émission sur le nombre important, incroyable de ministres qui ont été nommés par Tebboune et qui ont été par la suite dégagés ou remplacés très rapidement. D'ailleurs, la durée de vie d'un ministre avec Tebboune, c'est quoi? C'est 1 année. Et dans certains départements, la durée de vie, elle n'est même pas d'1 année, entre 8 et 6 mois. Et nous allons vous sortir tous ces chiffres-là et les utiliser à bon escient avec un grand décryptage et un grand éclairage dans nos prochaines émissions. Allez, encore une question à YouTube. Allez. Allez, nos amis sur YouTube, encore une question. Alors, peut-on participer en vocal? S'il vous plaît, réponds simplement à la question. Hamza Abdelnour 1051 sur YouTube. Hamza, je ne sais pas comment tu peux participer en vocal. Je ne maîtrise pas l'outil parfaitement. Comme nous ne maîtrisons pas les outils, pour éviter qu'il y ait des gens qui insultent, qui dénigrent, parce que là, on est là, nous, on ne cherche pas à faire du clic. Nous, on est là pour faire des clics et des cadeaux et récolter l'argent. Nous, on est là pour traiter avec vous, pour échanger avec vous,
pour discuter avec vous des dessous de l'actualité, pour répondre à vos questions et débattre avec vous. Mais pour empêcher que les trolls et que les appels à la haine, ou que les ou que les dénigrements, ou les propos calomnieux ne soient diffusés sur notre chaîne, ensuite on sera sur nos chaînes ou sur nos plateformes, ensuite on sera signalé, interrompu, on ne peut pas. Donc tu poses ta question, Hamza, il n'y a aucun problème et je vais te répondre. Et quand on aura l'équipe de modérateurs et la maîtrise technique nécessaire qui nous permettra de faire monter des gens en live, il n'y a pas de problème. N'hésitez pas, nous le ferons ce jour-là, on ne va pas hésiter. Ce jour-là, on le fera avec un grand plaisir. Donc, quelle est ta question, Hamza? Tu peux nous l'envoyer par écrit et tu nous le dis. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour toi? Alors, Montiaga, un autre complexe Galzi, GNL ou gazoduc, il n'y a pas de projet. Pour le moment, il n'y a aucun projet. J'aimerais bien, Montiaga. D'ailleurs, je me demande comment Tebboune, s'il était vraiment un bon président, il aurait investi dans un nouveau complexe GNL. On aurait dû investir les 3,5 milliards de dollars que nous avons consacrés pour une partie du train. Pour une grande partie du train entre Béchar et Rerjbilet. Si on les avait investis dans un nouveau complexe GNL, dans le renforcement de notre capacité de production de GNL, aujourd'hui le GNL a battu des records entre 20 et plus de 25 dollars par million de BTU sur les marchés asiatiques et sur les marchés européens, on aurait engrangé des sommes phénoménales. Mais moi, je demande, ça fait 5 ans depuis que Tebboune est arrivé au pouvoir, et moi, je le supplie de ne pas bloquer les investissements comme il a fait dans les projets pétrochimiques, dans les secteurs pétrochimiques et dans le domaine des hydrocarbures comme il a fait entre 2020 jusqu'à 2023. Et d'arrêter de gaspiller de l'argent dans des projets de mines qui ne servent à rien, qui n'ont pas de valeur ajoutée, et de concentrer les finances du pays et de les mettre à la disposition du secteur de la pétrochimie. La pétrochimie, pour moi, c'est le gaz et ses dérivés, les productions du pétrole et leurs dérivés. Si on a fait cette stratégie-là, si on avait fait des investissements importants, on serait aujourd'hui les rois du pétrole et les rois du gaz. Mais Tebboune, il a fermé le gazoduc Maghreb-Europe. Il y a un pays gazier qui ferme un gazoduc. Au moment où il y a une crise mondiale autour du gaz, Abdelmajid Tebboune, il a fermé le gazoduc Maghreb-Europe. غلق un gazoduc. Mais هذا الإنسان يديرها إنسان يخمم إنسان qui pense aux intérêts de son pays, quelqu'un qui maîtrise vraiment les clés de l'économie mondiale. Il va fermer un gazoduc juste parce qu'il passe par le Maroc. J'impose des nouveaux tarifs, je fais payer les Marocains davantage de gaz, je renégocie les droits de passage, je facture le gaz qui passe par le Maghreb encore beaucoup plus cher, mais je ne ferme pas ce gazoduc. D'autant plus que nous avons un grand projet qui est le gazoduc transsaharien. Ça fait 4-5 ans dont on parle. Ça fait 4-5 ans. Il n'y a pas eu d'avancée. Bon, le gazoduc transsaharien, on en parle depuis les années 80. Mais 2009-2010, il a pris un coup d'accélérateur. Avec Tebboune, chaque année, on nous parle du transsaharien gazoduc. Et ben le gazoduc transsaharien, voilà, il n'a pas été du tout le TSGP, on appelle le TSGP, le transsaharien gazoduc pipeline, un TSGP, il n'a pas été réalisé. Ça, c'est un projet sérieux, il traîne. Vous imaginez, il traîne. On a des investissements, on est en train de vous préparer une émission sur le hélium. Aujourd'hui, dans les pays développés, les smartphones, les ordinateurs, tous les équipements électroniques ou informatiques qui ont besoin d'une puce sont tout simplement chers. Et leur prix augmente significativement parce que l'hélium, qui est un dérivé du gaz, qui est utilisé pour la fabrication des puces ou de certains composants de ces équipements, de ces smartphones, de ces équipements informatiques et technologiques, eh ben, le gaz manque parce que le premier producteur au monde, c'était le Qatar. Le Qatar, il est impacté par la guerre qui a été qui a été lancée contre l'Iran. Il ne peut pas livrer l'hélium et le gaz comme il se doit. L'Algérie aurait pu investir dans le développement de l'hélium. Au lieu de se renforcer dans la pétrochimie, Tebboune travaille sur des projets chimiques, l'hydrogène vert. Tout le monde parle de l'hydrogène vert. On veut, Zama, vendre de l'hydrogène vert. C'est des projets intéressants, mais pour le moment, ils sont utopiques. De l'hydrogène vert, il n'y a aucune preuve de rentabilité ou que son utilisation sera généralisée, ça sera efficace. L'hydrogène vert, pour le moment, c'est une hypothèse. Tu ne fondes pas ton avenir économique sur une hypothèse. Tu fondes ton avenir économique sur ce qui est palpable, sur ce qui marche, sur ce qui est précieux. Ce qui est précieux, on le sait, toutes les études le démontrent, d'ici 2050,
le pétrole et surtout le gaz. Le pétrole, on va peut-être diminuer un petit peu avec la décarbonation, la décarbonisation de l'économie, les économies occidentales, les économies du monde occidental et de l'Europe. Il n'en demeure pas moins que le gaz sera extrêmement sollicité. Et même le pétrole, il ne va pas péricliter avant 2050. Beaucoup d'experts et beaucoup d'études, d'expertises sérieuses le disent. Donc je reste dans la pétrochimie. On n'a fait aucun investissement avec la pétrochimie. On a bloqué tous les projets qui étaient à l'époque de Bouteflika. Le projet de la raffinerie de Hassim Saoud, il traîne. Le projet polypropylène avec des dérivés du gaz pour la fabrication des plastiques et tout ce qui est matière plastique avec Total à RSE, il a été bloqué. Le projet du phosphate, au lieu de faire le phosphate pour les engrais, il a été bloqué. Fercial, depuis qu'elle a été rachetée, depuis qu'on s'est débarrassé des Espagnols, elle est devenue 100% étatique. C'est une catastrophe. Ces exportations ont diminué de façon catastrophique et elle est plus à l'arrêt qu'autre chose. C'est une entreprise alors qu'elle était prospère, elle est devenue aujourd'hui déficitaire et dans une mauvaise situation financière. Et je peux continuer. Et je peux continuer à donner des multiples exemples. Les projets d'exploration, de boosting, de certains gisements, les projets avec dans pas mal de secteurs, que ce soit Askik Daoula, Arzieu, énormément de projets pétrochimiques ont été bloqués. ما كاش تبون نحبس كلش Monsieur Blocage حبس كلش. Il nous parle du fer, de Rajbilet, du zinc, on en parlera à Misol, etc., qui sera une catastrophe écologique. Il mise sur des projets irréalistes qui ne rapportent pas beaucoup d'argent, alors que les projets qui rapportent de l'argent, comme la pétrochimie, le phosphate, ont été bloqués. On n'a pas de port. On n'a même pas un grand port digne de ce nom. Le port qu'on devait faire avec les Chinois, il a été abandonné. On n'a même pas pu renégocier avec les Chinois la réalisation d'un grand port. On est à l'arrêt. Mais Tebboune n'a rien fait, à l'exception d'une allocation de chômage et de donner des marchés importants aux Italiens, à quelques entreprises chinoises dans le domaine de l'énergie, lancer quelques stations de dessalement de l'eau de mer qui étaient déjà programmées à l'époque de Bouteflika, et voilà, faire un train entre... Alors le train, personne n'en parle. Le train Béchar Rajbilet, il sert à quoi maintenant? Il sert à quoi? Il sert à rien ce train. Il ne sert à rien. On l'a fait, mais ce train Rajbilet, il sert à quoi aujourd'hui ce train? Et ça, c'est pas à Rajbilet qu'il fallait investir. Il fallait continuer. Le gaz de schiste, il est où? Imaginez si on s'était lancé dans le gaz de schiste comme le régime Bouteflika avait voulu le faire. Tous les projets qui marchent en ce moment, comme la raffinerie d'Augusta pour Sonatrach, c'est l'époque de Bouteflika. Tous les projets, ma cash, t'es boule maderouelou. Ça, malheureusement, quand on le dit, cette vérité, elle gêne, elle dérange, et on nous accuse de ne pas être objectif, alors qu'on est objectif. On vous donne des exemples concrets de projets concrets qui ont été bloqués au ralenti. On a fait même des listes sur Algérie Part. Et vous pouvez retrouver nos archives, nos publications. Et ben voilà, avec Tebboune, il y a eu des blocages, des restrictions aux importations, on ne dépense pas nos devises, on préserve nos réserves de change, et au lieu d'investir, aujourd'hui, on ne va pas gagner beaucoup. Tout le monde on vous a sorti plusieurs fois des chiffres, on va gagner 3-4 milliards de dollars de plus. Allez, 5-6, c'est pas énorme. L'Algérie, avec la conjoncture énergétique actuelle, elle aurait pu gagner entre 15 et 20 milliards de dollars de plus. Ça ne sera pas le cas avec Tebboune. Allez, je m'attends à une autre question. Voilà, les mines de plomb de Tala Hamza, on en a déjà parlé. On va en parler, voilà, je parlais de ça, du zinc, etc. Alors, sur YouTube, on me demande, Nazim, Aib, êtes-vous intéressé de faire un débat avec vous? Moi, je ne peux pas débattre avec moi-même. Tu veux dire, est-ce que je peux faire un débat avec toi-même? Bien oui, avec plaisir. Avec plaisir, je suis là pour débattre avec vous. Alors tout à l'heure, il y a Hamza, ou là, c'est qui sur YouTube, qui voulait poser une question avec un vocal, mais il n'a pas laissé de question. Il n'a pas laissé de question, donc j'attends toujours sa question. Alors, sur YouTube, Jamel Barrochi, salam alaikum, on peut dire si le président fait du bon travail? Moi, je pense que oui. Vous en pensez quoi? Jamel Barrochi, j'aimerais bien de quel président tu parles.
Si tu parles du président Tebboune qui fait un bon travail, moi j'aimerais bien que tu me montres quel est ce bon travail que Tebboune est en train de faire. On était en train d'en parler à l'instant. Dans la pétrochimie, c'est pratiquement le désert. Total. Mais quel est le projet. On vit toujours avec les anciens projets de Bouteflika. Qu'est-ce qu'il a fait? Quel est le travail? Moi, j'aimerais bien que, avant de dire qu'il a fait un bon travail, est-ce que Tebboune a travaillé? Est-ce que Tebboune réellement a travaillé déjà? Mais ça part la répression, les incarcérations, la réduction des importations, la criminalisation de pas mal d'activités économiques, tout ce qui s'est passé avec la répression des entrepreneurs, la traque aux riches algériens, le nombre des exilés qui a augmenté, le nombre des harakas qui a augmenté, le nombre des pauvres qui a augmenté, la valeur du dinar qui a chuté. Moi, je ne vois pas où est le travail de Tebboune. J'aimerais bien qu'on me montre qu'est-ce qu'il a fait de bon Tebboune. Juste qu'on me dit, Jamel Barrouchi, je te lance un défi. Dis-moi, qu'est-ce que le président Tebboune a fait de bon? Voilà, je lance la question et j'attends la réponse. Mais vraiment. Pacifiste parisien sur TikTok, que pensez-vous du dernier accord entre l'Algérie et la Belgique? On lui a consacré 2 émissions. Pacifiste que tu peux retrouver d'ailleurs sur notre chaîne YouTube ou sur notre page Facebook Algérie Part. C'est un accord d'une immoralité consternante. D'une immoralité consternante. Partir en Belgique, négocier avec les autorités belges, des facilitations énormes. Les autorités belges auront le droit à des facilitations énormes pour les laissez-passer consulaires, pour expulser très rapidement, au bout de quelques semaines, un ressortissant algérien en situation irrégulière. Et je rappelle que les États européens, comme la Belgique ou la France ou ailleurs, on n'expulse pas tous les sans-papiers, on expulse les sans-papiers, les sans-papiers ou les étrangers délinquants. Délinquants. Délinquants qui ont fait du mal, qui ont porté atteinte à l'ordre public, qui ont porté atteinte à la sécurité nationale, qui font des actes de délinquance et qui menacent la sécurité publique. L'Algérie leur a offert des avantages. Il y aura même des policiers algériens qui pourront se déplacer en Belgique pour accompagner les policiers belges qui vont vouloir expulser les ressortissants algériens. Les laissez-passer consulaires seront accordés rapidement au bout de quelques semaines. On parle de 2 semaines à 1 mois. Des facilitations énormes. En contrepartie de quoi? En contrepartie, les dirigeants algériens auront des visas, même pas avec leur passeport diplomatique, ils pourront rentrer en Belgique et se balader en Belgique le plus normalement du monde. En réalité, ils ont perdu cet avantage avec la France et vont le récupérer en Belgique. Ils pourront aller, après Paris leur a fermé ses portes, Paris leur a fermé ses portes, ben c'est Bruxelles qui leur ouvre toutes ses portes, à condition que les autorités algériennes reprennent tous les ressortissants algériens qui sont délinquants, qui sont dangereux pour l'ordre public et la sécurité publique de la Belgique. Ça s'appelle du marchandage. On ne marchande pas avec les enfants de ton pays. C'est immoral. Tu ne peux pas signer le même jour 2 accords sur l'exemption de visa pour les dirigeants algériens et les accords de coopération en matière de réadmission des ressortissants algériens que la Belgique veut expulser. Ça veut dire que tu as marchandé. Tu as marchandé. Marchandage, c'est une atteinte à l'honneur de l'Algérie. Cet accord est une atteinte à l'honneur. Ça te confirme que les dirigeants algériens sont des voraces, avides de possibilités de visa Schengen, et ils ne pensent qu'à leur gueule et que pour leurs intérêts, ce qui est bloqué avec la France n'est pas bloqué avec la Belgique, puisque la Belgique leur donne la possibilité de venir sur son territoire sans visa et de séjourner sur le territoire belge comme bon leur semble. J'ai pas d'autre mot que de marchandage. Alors, Nicky Larson, qui nous parle du promoteur Nabil Riyad, nous avons du nouveau, nous sommes en train de travailler sur le 2e volet de cette enquête, haletante et passionnante. Nous sommes en train de récupérer tous les documents. Il y a un jugement au tribunal de Khmis al-Khashna, dans le de Boumerdès. Nous attendons de le récupérer, de l'expertiser. Et nous allons commencer à recouper les toutes dernières informations. On est en train de vous préparer le 2e volet de notre enquête. Patientez s'il vous plaît. Une enquête, ça demande du temps, ça demande des moyens. Il faut recouper les informations. Il ne faut pas porter atteinte aux droits des personnes qui pourront être compromises ou mises en cause dans cette enquête. Nous essayons de donner la parole à tout le monde. Et le promoteur Nabil Riyad, je rappelle que nous l'avons appelé, que nous l'avons sollicité et qu'il n'a pas voulu nous répondre, comme je l'ai rappelé lors de mon premier épisode concernant cette enquête. Good life l'équipe, good life, good life. Dites ça sur YouTube et sur TikTok s'il vous plaît. Allez, je mets très. Allez, YouTube. Alors, sur YouTube, Zenkin 90-28. Qu'en est-il des relations actuelles avec la France? Un dégel en vue? Non.
Il n'y a pas de dégel en vue. Vous avez bien vu comment. D'ailleurs, demain, on allait en parler. Vous avez bien vu ce qui s'est passé avec l'affaire Ahmed DZ, avec le procureur, le procureur national antiterroriste, le juge, le responsable du parquet national antiterroriste, qui a officiellement confirmé l'implication de l'Algérie dans une affaire de terrorisme d'État, dans un dossier de terrorisme d'État sur lequel travaille le parquet national antiterroriste français, qui est la juridiction française spécialisée, hautement spécialisée et hautement compétente en matière de lutte contre le terrorisme, en matière d'implication aussi des organisations gouvernementales ou non gouvernementales étrangères dans dans des entreprises terroristes sur le sol français. L'APS aujourd'hui a fait une dépêche pour réagir aux déclarations du procureur national antiterroriste ou du chef du parquet national antiterroriste à Paris, et l'APS a cité une source. L'APS, c'est l'agence de presse du gouvernement algérien, c'est le porte-parole médiatique attitré du gouvernement algérien, de l'État algérien. Elle a cité une source au niveau de ministre des Affaires étrangères qui dénonce, qui parle d'atteinte, de grave atteinte à l'image de l'Algérie, d'un complot contre l'Algérie, le langage classique, de l'algérophobie, etc. C'est-à-dire, ah bon, ah ouais, si, en fait, avec le régime Tebboune, on vous laisse tuer MLDZ, on vous laisse le kidnapper, on vous laisse faire vos barbouzeries, on vous laisse faire vos comportements de voyous, sinon on est raciste, sinon on est algérophobe, sinon on est d'extrême droite. C'est-à-dire qu'on peut dire non au kidnapping, aux agressions contre les opposants, à la persécution, aux harcèlements, à la menace, aux atteintes contre l'intégrité physique des personnalités algériennes qui sont réfugiées en France et quand on dit non aux ingérences du régime algérien dans les affaires internes en France, et ben là on est raciste, on est xénophobe, on est d'extrême droite. C'est du n'importe quoi. Il n'y aura pas de dégel parce que la justice française, elle a des preuves. Elle a des indices, elle a des preuves, et elle est en train de pousser son investigation et son instruction judiciaire encore plus loin que ce que vous pouvez imaginer, parce qu'elle sait qu'il y a des officiels algériens officiellement impliqués dans l'affaire Ahmed DZ. D'ailleurs, le parquet national antiterroriste ne traite pas que de l'affaire Ahmed DZ, il y a l'affaire de l'espionnage, l'affaire de Bercy, où un fonctionnaire franco-algérien a été harcelé. Excusez-moi, à vos amours, à vos souhaits, hamoukoumullah. Il y a un fonctionnaire, rappelez-vous, à la fin de l'année 2020, à la fin de l'année 2024, l'affaire avait éclaté, elle a été médiatisée au printemps, entre mars et avril 2025, mais l'affaire avait éclaté à la fin de l'année 2024. Les services secrets français ont arrêté un espion algérien, un cadre franco-algérien qui a espionné, qui a récupéré des documents officiels, qui a espionné des fichiers de l'administration française pour les transmettre aux services secrets français, aux services secrets algériens, pardonnez-moi, à travers la personne de Houssam El Bouaziz, qui est le vice-consul d'Algérie au consulat d'Algérie, le vice-consul au niveau du consulat d'Algérie de Créteil, et qui est un lieutenant-colonel des services secrets algériens. Et cet espion a été victime d'un chantage à la sextape, d'un chantage tout court, d'intimidation. On a vu, il a fait une apparition floutée sur complément d'enquête récemment quand il a été publié. Il n'y a pas que l'affaire Ahmed DZ, il y a l'affaire d'espionnage. Les autorités algériennes ont été prises en flagrant délit d'espionnage en France. Alors, inversons les rôles. Imaginons demain, l'Algérie va arrêter un fonctionnaire algérien qui a espionné des fichiers confidentiels et des bases de données secrètes et confidentielles de l'État algérien pour transmettre des informations et des documents à l'État français. Comment l'Algérie aurait réagi? Mais l'Algérie aurait fait un scandale. L'Algérie aurait pu déclarer la guerre. C'est un casus belli. C'était un acte de violation de la souveraineté de la France. L'Algérie n'aurait jamais accepté que sa souveraineté soit violée ou que les services secrets étrangers, notamment français, accomplissent des actions très graves sur le sol algérien, sur le sol national. Aucun pays ne va l'accepter. On parle beaucoup de l'affaire Ahmed DZ, mais d'ailleurs, vous m'avez rappelé, demain je ferai un bon rappel des faits. On a oublié l'affaire de l'espionnage, l'espion de Bercy, c'est grave. Il a utilisé une femme qui était en relation intime avec lui, il a abusé de sa relation intime avec elle pour voler l'administration française. C'est un cas
d'une agression caractérisée contre la sécurité nationale. Ça veut dire que les services secrets algériens ont eu les moyens ou la possibilité aussi d'espionner d'autres institutions françaises. Mais c'est normal que la France veuille se défendre. Comme moi j'aurais, si l'Algérie, si mon pays avait été victime d'opérations d'espionnage ou d'opérations de barbouzerie accomplies par les services secrets français sur le sol algérien, je les aurais dénoncés. Je les aurais dénoncés. Je n'aurais pas du tout, je n'aurais jamais accepté, je n'aurais jamais toléré cela. Donc voilà où est l'état de la situation actuelle. Alors sur TikTok, on me dit le général Belgassem Al-Alibi. Alors je ne le connais pas personnellement. Est-ce que tu parles, Lourter, du général Al-Alibi dans la DGSPP, la Direction Générale de la Sécurité Présidentielle? C'est celui-là, oui, c'est l'un des membres les plus importants du Clan Tebboune. Mais je n'ai pas d'informations particulières sur lui, hein. Good Life, s'il vous plaît, j'ai pas. Mais qu'est-ce que tu veux savoir sur lui exactement? J'ai des informations lapidaires, etc. sur lui. Il fait des affaires. Il y a des membres de sa famille font des affaires. C'est quelqu'un qui a une proximité importante avec Tebboune. S'il s'agit du même, je ne suis pas sûr, parce qu'il y a un alibi au niveau de la DGSPP, la Direction Générale de la Sécurité Présidentielle. Si c'est lui, on peut en parler. Mais voilà, encore une fois, nous, ce n'est pas les personnes qui nous intéressent. C'est encore une fois la politique, l'actualité nationale algérienne dans sa globalité. Voilà, exactement. Tu parles de cela, Lourter, oui. C'est un personnage auquel on s'est intéressé un petit peu. On n'a pas trouvé grand-chose. Il y a beaucoup plus grave. C'est pas Boilin Poilin. C'est pas Amirouche Hamadej. C'est pas Kamal Sidi Saïd. C'est pas Saïd Chengriha. C'est pas quelqu'un d'hyper influent au sein du régime. C'est pas du tout quelqu'un de très très influent. C'est quelqu'un qui est important, mais qui n'est pas très très influent. Mais si tu veux, on fera une enquête là-dessus. Si tu as des propositions à nous faire, si tu as des informations à nous communiquer, si tu as des détails à partager avec nous, tu peux nous écrire sur notre mail. Mon mail est très simple, abdo.sammal@gmail.com, où tu nous adresseras tes remarques sur comment on appelle ça, sur les messageries de TikTok ou les messageries de YouTube ou les messageries de Facebook. Alors, sur TikTok, Wouldebbled et l'Algérie viennent de juger des espions pour le compte de la France récemment. Alors, si j'en ai parlé, ah ben oui, j'en ai parlé. L'affaire, il y a effectivement la Cour d'Alger, etc. Il y a une affaire d'espionnage qui a impliqué un ancien responsable de l'ambassade de France à Alger. Nous en avons parlé. On a fait ça, on a traité du jugement, on en a parlé. Donc voilà, je vais Fariz Benchir. Fariz Benchir, Wouldebbledi, toi tu fais me faire la morale. Qui a dénoncé la proximité troublante, douteuse, et qui a rapporté des révélations détaillées sur les privilèges vraiment très étranges et très douteux de Fariz Benchir avec l'État français? C'est votre serviteur et votre ami Abdel Samad, c'est moi-même. Donc quand la France, elle est impliquée dans un jeu trouble, en Algérie, on le dit, mais on le dit parfaitement. On le dit même, bien sûr que je le dis. Voilà, j'en ai parlé, l'affaire Benchir, elle est l'illustration de ces lobbying quelquefois à la limite de l'ingérence et de l'espionnage du lobby français en Algérie. Mais bien sûr, bien sûr que j'en parle. Mais encore une fois, contrairement au service secret algérien, contrairement au régime Tebboune, la France n'a pas voulu assassiner un opposant français réfugié en Algérie. Il faut dire la vérité. La France n'a jamais voulu tuer quelqu'un. Est-ce que la France l'a séquestré? Est-ce que la France a séquestré Wouldebbledi en Algérie, sur le sol algérien, un opposant à une personnalité publique pour la tuer? Jamais de la vie. Jamais. Que les services français espionnent, c'est de bonne guerre. Ou que les services algériens espionnent en France, ça peut être de bonne guerre, mais espionner qui? Ça dépend. Les services secrets algériens n'espionnent pas les grandes entreprises françaises, l'armée française. Ils espionnent qui? Ils espionnent Abdou Sammar, Zetot, MRDZ, Bezdira, et voilà. Ils s'intéressent à des blogueurs, à des journalistes, à des activistes algériens. Voilà à quoi ils s'intéressent. C'est tout. C'est pas du tout des affaires d'espionnage. D'abord, il n'y a pas que la France, il y a le Canada. Rappelez-vous, il y a de cela un an,
nous avons révélé comment il y a un scandale d'ingérence étrangère au Canada. Vous pouvez retrouver notre émission du 18 juin 2024, Haïlik. L'émission du 18 juin 2024. Même au Canada, il y a eu les mêmes problèmes. Il y a eu les mêmes problèmes au Canada. Il n'y a pas que la France. Quand le régime algérien a été gravement compromis, avec des révélations détaillées, avec une enquête qui a mis en cause un scandale d'ingérence étrangère dont les principaux contours ont été dévoilés dans une enquête de Radio-Canada, télé, d'ailleurs une enquête auquel les autorités algériennes n'ont jamais réagi, je dis bien n'ont jamais réagi, où le consulat général d'Algérie à Montréal avait programmé, orchestré des opérations d'harcèlement, d'intimidation et de chantage à l'encontre de ressortissants binationaux algéro-canadiens au Québec, établis au Québec. Donc ça aussi, il n'y a pas que la France. Le régime Tebboune, là où il y a une opposition contre lui, là où il y a des... comment on appelle ça? Là où il y a des activistes qui sont... Le pays qui accueille des activistes algériens qui le dérangent, qui le mettent en cause, qui l'inquiètent, et ben malheureusement c'est la porte ouverte à toutes les dérives. Et ça c'est tout simplement inacceptable. Inacceptable. Allez, Khabti Khotati. Alors, Marcimala au niveau à YouTube, Marcimala qui nous parle de Nabil Riyad. Nabil Riyad a refusé de répondre à notre question pour l'enquête sur Riyad City. L'enquête, le deuxième volet de l'enquête sur Riyad City, elle est en cours de préparation et nous allons la publier dans les jours à venir. Nous sommes en train de travailler sur ce sujet-là en recoupant nos dernières informations et en expertisant les derniers documents que nous avons pu obtenir. Soyez patients, s'il vous plaît. Soyez patients. Allez YouTube, il faut monter en puissance YouTube. Allez YouTube, des questions. Alors, sur YouTube, j'ai une question importante sur TikTok. Je reviendrai sur Alpha Z. Il faut faire de la détabounisation. Merci beaucoup. De la détabounisation. Je suis tout à fait d'accord avec Alpha Z sur YouTube. La nécessité de tourner la page de Tebboune très rapidement pour l'Algérie. On va en parler. Juste un moment. Abdou, qui sont les pro-Tebboune, les binationaux? Sur TikTok, la question m'a été posée à l'instant. Je dirais que malheureusement, il y a une grosse différence au niveau de la perception politique et de la situation politique, de la situation économique en Algérie par nos amis et nos frères et sœurs binationaux. Les binationaux algériens n'ont pas du tout la même perception que nous, les nationaux. Les binationaux ont vécu en France. Ils n'ont pas vécu l'Algérie. Ils n'ont pas vécu en Algérie. Les binationaux algériens, les franco-algériens, n'ont pas connu le printemps noir, n'ont pas connu la torture, n'ont pas connu les emprisonnements arbitraires. Ils ont connu des injustices en France. Attention, en France, il y a eu des injustices. L'affaire Naël, il y a eu des bavures policières, il y a des violences policières, mais il n'y a aucune comparaison avec ce que nous avons, connu en Algérie. Par exemple, ce qu'on a connu en Kabylie, notamment avec le printemps noir, ce qu'on a connu durant la décennie noire, ce qu'on a connu avec la répression de 2011 contre le printemps arabe a cherché à s'installer en Algérie, avec le mouvement Baraka de 2014, avec le Hirak, ce qui a suivi la grande répression politique a été lancée contre les libertés publiques individuelles après le Hirak. Beaucoup malheureusement de franco-algériens de binationaux ont un regard fantasmagorique, une perception fantasmagorique. Dès quand ils parlent de l'Algérie, ils disent pas l'Algérie, ils disent le bled. Et moi je vous dis la vérité. J'ai des amis, on va dire une partie de ma famille, une grande partie de ma famille, pour ne pas dire la plus grande partie de ma famille, la meilleure partie de ma famille, la plus belle partie de ma famille, aujourd'hui sont des franco-algériens. Et quand ils disent le bled, ça m'énerve. Moi, aujourd'hui, c'est l'Algérie. Ça s'appelle pas le bled, ça s'appelle l'Algérie. Ou ils parlent en verlan, ils disent de blé. Je sais pas si vous maîtrisez un peu le verlan, etc. Ils ont une perception par rapport à leurs origines de l'Algérie. Pourquoi l'origine, c'est le bled, c'est la terre natale des parents, etc. C'est la terre des valeurs, c'est les racines culturelles, etc. C'est le pays idéalisé à travers l'oralité de leurs parents, de leurs grands-parents, à travers le récit qui leur sont
sont communiqués par leurs parents, etc., par leurs grands-parents, et ils ont une vision totalement différente de l'Algérie. Donc, comme ils n'ont pas vécu en Algérie, comme ils n'ont pas vraiment, comme ils ne sont pas impliqués, comme ils ne sont pas impliqués dans la vie politique algérienne, dans les problèmes politiques et économiques algériens. Et comme ils ont des problèmes d'intégration, qui sont confrontés à la montée en puissance de l'extrême droite, à la montée des lobbies médiatiques qui critiquent énormément, qui épinglent la communauté maghrébine, notamment la communauté algérienne, qui est la plus grande communauté, qui est le pays de la communauté maghrébine en France, et qui est pratiquement le cœur battant de la communauté musulmane en France. Donc, par résistance à la montée de l'extrême droite et à la montée de l'exxénophobie et à la montée du sentiment anti-musulman en France, beaucoup de franco-algériens, beaucoup de binationaux soutiennent Tebboune. Pourquoi? Parce que Tebboune dit merde à Rotaillot. Ils ne soutiennent pas Tebboune parce qu'ils aiment Tebboune. Ils soutiennent Tebboune parce qu'il dit merde à Rotaillot. Ils soutiennent Tebboune parce que Tebboune dit merde à Marine Le Pen. Mais malheureusement, ils sont instrumentalisés. Le régime algérien, le régime Tebboune, il a excellé dans la manipulation des binationaux. Il a excellé. Le régime Tebboune, il a surfé sur les fractures politiques françaises, sur les problèmes d'intégration et d'immigration en France. Il les a instrumentalisés pour gagner une partie de l'électorat, pour gagner une partie de l'électorat franco-algérien, pour gagner une partie de la diaspora algérienne et pour l'utiliser à des fins de propagande. Le régime Tebboune a multiplié le nombre d'associations qui sont favorables au régime algérien en France. Il a multiplié les canaux de propagande en France. Il a multiplié les lobbies d'ingérence en France pour essayer de fructifier ou de profiter ou de bien surfer sur les fractures de la société française. Donc le régime Tebboune essaie de faire croire à ces binationaux qu'il est leur protecteur, qu'il les protège. Mais regardez l'affaire Riyad City. Elle est l'illustration parfaite. Les victimes de Riyad City, qui les a soutenus? Un promoteur les a arnaqués, les a escroqués, avec la complicité des autorités algériennes, avec la complicité des services de sécurité qui n'ont jamais bougé le petit doigt jusqu'à ce que nous, on fasse une grande enquête et que ça commence à bouger. Mais qu'est-ce que le pouvoir Tebboune a fait pour les binationaux? Regardez les prix des billets d'avion. Quand on paye pratiquement 3 000 € pour 4-5 billets pour aller en Algérie. C'est ça, aimer la diaspora, la soutenir, etc. Arrêtez. Qu'est-ce qu'il a fait? Allez-y, qu'un franco-algérien parte en Algérie, réclame son droit. Si un franco-algérien va déranger le business d'un fils de général, ou va déranger le fils de Tebboune, ou il va critiquer Saïd Chengriha, ou s'il critique l'administration, ou s'il demande la liberté de la presse en Algérie, vous allez voir, un franco-algérien, par exemple, n'a pas le droit de posséder un journal, n'a pas le droit de devenir ministre en Algérie, n'a pas le droit de faire beaucoup de choses. Là, il découvrira une autre façade de l'Algérie. Il y a beaucoup de manipulations. C'est pour ça que je dis, moi je fais beaucoup de débats avec nos amis franco-algériens. Aimer l'Algérie, c'est une chose. Défendre son régime, sa dictature pourrie, un régime qui emprisonne des gens pour des commentaires sur Facebook, qui négocie qui utilise les harragas comme monnaie d'échange pour obtenir les exemptions de visa pour les passeports diplomatiques. C'est un régime minable. Ça, c'est un régime minable. Et ça, c'est vraiment malheureusement, beaucoup de franco-algériens tombent dans ils tombent dans ce piège. Ils tombent dans ce piège, ils pensent que on doit s'adosser sur le régime Tebboune pour empêcher ou pour contrecarrer la montée d'extrême droite. C'est pas vrai. Les franco-algériens devraient d'abord se sentir français, devraient s'impliquer dans la vie politique française, lutter avec leurs propres moyens, se faire entendre, comme le font certains d'ailleurs, notamment au sein d'autres communautés, comme la communauté de l'Afrique subsaharienne, comme la communauté marocaine, comme au sein de la communauté libanaise, comme dans la communauté juive ici en France. Il faut vraiment s'impliquer dans la vie politique française pour empêcher, pour défendre ses droits, défendre son honneur et défendre ses intérêts. Le régime Tebboune ne fera rien pour les franco-algériens. Ne fera rien. D'ailleurs, il y a beaucoup de franco-algériens qui sont en prison en Algérie pour des délits d'opinion. Il y a beaucoup de franco-algériens en prison en Algérie pour des délits d'opinion. Il faut voir un régime qui ne développe pas son pays, qui condamne à mort les journalistes, qui, malgré la manne de pétrole et du gaz, on n'a même pas un hôpital digne de ce nom. Un régime qui provoque des pénuries de pneus, de médicaments, et qui appauvrit sa population alors que les richesses de son sol sont illimitées. Je suis désolé, c'est pas un régime qui doit être ni soutenu ni défendu. Alors là, une question importante. Zitoun,
932. Pourquoi tu dis régime? Zetoun, est-ce que toi tu qualifierais d'un État, un État qui condamne à mort un journaliste, qui met en prison des gens pour un commentaire sur Facebook, qui a tué quelqu'un, Hakim de Bazi? Il est mort entre 2020, 2023, Hakim de Bazi. 2023, c'est 2022, 2022, 2022. Qui est mort pour un commentaire, pour avoir partagé un commentaire sur Facebook. Est-ce qu'on peut appeler un État un système qui emprisonne un poète comme Mohamed Tajadid, un journaliste comme Abdelwakil Blam? Est-ce qu'on peut appeler un État quelqu'un qui jette en prison Djeloul Slama, un économiste brillant, juste pour avoir fait une émission de télévision dans laquelle il apporte une lecture économique critique sur un projet qui m'intéresse Bilet? Ça, c'est pas un État. Est-ce qu'on peut appeler ça un État, un système qui garde en prison un individu jusqu'à 91 ans? Et la liste, elle est longue. Est-ce qu'on peut appeler un État un système qui prend en otage des enfants, qui prend en otage un journaliste comme Christophe Glaise, qui transforme Boualem Sansal en un héros international et qui accepte de marchander avec l'Allemagne pour libérer Boualem Sansal? Est-ce que c'est un État, ça? Ça, c'est pas un État, c'est un régime. La différence entre un État et un régime, c'est quoi? Un État, c'est un assemblage d'entités respectables et respectueuses de la volonté populaire qui travaillent dans un cadre harmonieux pour développer le pays, pour le gérer. Un régime, c'est un ensemble de décideurs avides, assoiffés de pouvoir, qui sont illégitimes, qui ne représentent pas la volonté populaire, qui n'ont pas été choisis par le peuple, qui ont été imposés au peuple, et qui gèrent le pays ou dirigent le pays en fonction de leurs intérêts personnels. Good live, s'il vous plaît, good live. On est en train de nous signaler sur TikTok. S'il vous plaît, good live sur TikTok, good live sur YouTube. On est en train de nous signaler. Le live de TikTok a failli s'interrompre, a failli être interrompu. Voilà pourquoi je parle de régime. Voilà pourquoi quand on condamne un vendeur de tomates ou de pommes de terre pour 15 ans de prison ferme, ou un vendeur de bananes, c'est pas un régime. C'est pas un régime, ça. C'est pas un État, c'est un régime. C'est pas un État. Quelqu'un pour un commentaire sur Facebook, il va en prison. Pour une story, un chanteur, Mohamed Benchenet, pour une story, il a été condamné à la prison. Soyons sérieux. Soyons sérieux. Moi, j'appellerais pas ça un État. C'est toi, si tu veux l'appeler un État, c'est ton affaire, c'est ta conscience, entre toi et ta conscience. Allez, une question sur YouTube. Allez. Alors, Saïd Erkal, le gouvernement belge est partie prenante. Je suis tout à fait d'accord, mais j'ai dénoncé la Belgique. Saïd, sur YouTube, qui me parle du rôle de la Belgique dans cet accord honteux. Honteux. Le marchandage de la dignité humaine. On vous offre on vous enlève les visas, on vous offre le droit d'accéder au territoire belge, on vous offre le droit de séjourner sur le territoire belge, et en contrepartie, prenez vos migrants. Débarrassez-nous de vos migrants. Débarrassez-nous de cette racaille, de cette merde. Prenez votre merde et venez et vous et vos enfants et vos femmes et vos épouses, restez en Belgique, séjournez en Belgique, le plus grand moment du monde. Vous avez le droit de rentrer chez nous sans visa à condition que vous prenez, que vous nettoyez, vous réadmettez ou vous reprenez tous vos enfants. Je parle des haragas et des délinquants, parce que la Belgique n'expulse pas les médecins, les informaticiens algériens, ou les cerveaux, ou les entrepreneurs, non. Elle veut expulser les délinquants, les personnes qui n'ont pas su s'intégrer, qui n'ont pas réussi à s'intégrer, et qui n'ont pas pu s'intégrer. Faute de moralité, faute de probité, faute de compétences, faute de capacité tout court à apprendre la langue ou à s'adapter aux mœurs de la société belge. C'est tout. Mais c'est une honte. La Belgique, elle est naturellement complice. Cet accord est une honte. Je l'ai dit, il est choquant, il est bouleversant. On a fait du marchandage. Je l'ai dit dans 2 émissions. Je vous l'ai montré dans 2 émissions, je m'attendrai. Donc on peut pas être plus clair. Dans 2 émissions qui ont d'ailleurs vous avez beaucoup suivi. Pardonnez-moi.
Vous les avez beaucoup suivis, je vais vous donner la date. On a expliqué le problème. L'accord avec la Belgique est une honte pour l'Algérie et pour la Belgique. Pour la Belgique. Mais la Belgique, elle dit quoi? La Belgique, pourquoi elle a scellé cet accord? C'est une négociation qui a duré 9 mois. Hein. La Belgique, elle a identifié la faiblesse des dirigeants du régime algérien. Le régime algérien veut quoi? Veut avoir des privilèges spécifiquement dédiés à sa classe dirigeante. Les dirigeants algériens veulent des privilèges qui leur sont exclusifs pour eux, pour leur famille, pour leurs épouses, pour leurs maîtresses, pour leurs copines et pour leurs enfants. Voilà, première émission. Visa contre migrants, le deal immoral entre les dirigeants algériens et la Belgique. Ah, l'émission. Et on l'a partagé sur Facebook, sur TikTok et sur YouTube. Et on a expliqué que cet accord était du côté des organisations de défense des droits humains. Le malaise, il est palpable, critiqué par certains comme un marchandage de la dignité humaine. L'accord soulève la question de la conditionnalité des visas. Utiliser le droit de circuler comme monnaie d'échange pour faciliter les expulsions forcées est jugé comme une dérive éthique de la diplomatie européenne, de la diplomatie belge. Je ne parle même pas de la diplomatie algérienne. Le régime algérien, le régime Tebboune n'a pas d'éthique. Mais les Européens, des États européens qui nous donnent des leçons sur la dignité, sur les droits de l'homme, sur la démocratie, etc., sur la noblesse, sur les valeurs universalistes, etc. Ce sont des pays hypocrites. La Belgique, en réalité, elle a compris qu'elle avait en face d'elle une mafia. Tout simplement une mafia, il faut dire la vérité, une mafia, et que cette mafia, elle veut juste elle veut juste obtenir la supplétion des visas pour pouvoir séjourner, circuler librement en Belgique, pour pouvoir entrer en France depuis la Belgique, pour pouvoir aller à Berlin, Francfort, à Amsterdam et mener la belle vie, pour retrouver leur train de vie princier dans les plus grandes villes d'Europe. Et donc la Belgique leur a donné ce que cette mafia attendait. Ce que cette mafia espérait. Parce que faire du marchandage avec les enfants de son propre pays, c'est de la mafia. Pour moi, c'est une mafia. Est-ce que ça, c'est un État? Le monsieur qui m'a posé la question tout à l'heure sur TikTok, qui me réponde, est-ce que c'est un État? Est-ce qu'un État fait du marchandage en utilisant ses propres enfants pour obtenir les exemptions de visa pour ses dirigeants? Oui, j'ai encore le compte. Allez, encore une autre question, l'équipe. Nous avons dépassé 1 heure de live, hein. Ça a été intense. Ce live a été très intense. On va continuer un petit peu, on va s'arrêter dans 10 minutes. Et on va vous laisser vous reposer. Hein, parce que la journée de demain sera longue. On vous prépare quelques émissions importantes. Alors, je vois que sur YouTube, Yassine s'énerve, bande de gamins, vos commentaires de 5 ans et demi, vous n'en avez pas marre. Il n'est même pas vos conneries. Yassine, il ne faut pas s'énerver. Nous sommes en démocratie, malheureusement. Non, on n'est pas comme le régime Tebboune. On va pas emmener les gens en prison, on va pas condamner à la prison ferme des gens pour des commentaires sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont peuplés de cons, d'idiots, comme il y a des gens très très intelligents, des gens qui sont sensés. Nous ne censurons pas les insultes, toutes les insultes, sauf les insultes graves et les appels à la haine, juste parce que nous sommes respectueux d'une certaine éthique et que nous sommes responsables de nos diffusions et que nous sommes attachés à certaines valeurs. Mais il ne faut pas s'énerver, il ne faut pas laisser ces mouches et ces gens mal élevés gâcher le débat et ce moment d'échange que nous pouvons cultiver ensemble chaque soir. Alors sur YouTube et sur Facebook, 2 questions. Ramzi, que vois-tu succéder à Tebboune sur TikTok et sur YouTube? Jean-Charles Rochat, est-ce que Tebboune se représentera à l'issue de son mandat et qui pourrait l'en empêcher? Très bien. Alors, Tebboune ne peut pas se représenter au bout de son mandat. Il n'a pas pu toucher à la limitation des mandats présidentiels
officiellement dans la révision constitutionnelle qui a commencé, qui a été d'ailleurs adoptée par le Parlement algérien. Les 10 propositions pratiquement d'amendement et de changement de la constitution algérienne ont été adoptées avec une facilité déconcertante. Tebboune, il a maintenant plus de pouvoir, tout le pouvoir judiciaire il est entre ses mains. C'était déjà le premier magistrat du pays, mais le peu de verrous et de contre-pouvoirs qui pouvaient le contrôler ou se heurter, qui pouvaient rencontrer sur son chemin, il s'en est débarrassé. Il s'en est débarrassé, donc il est devenu le super magistrat du pays, il peut faire ce qu'il veut des juges et du Conseil national de la magistrature. Mais il a fait quelques retouches comme ça aussi. On parle d'une période de transition bizarre. Il y a une disposition qui a été votée et qui a été rajoutée à la Constitution qui parle de la possibilité que le pouvoir puisse décider d'une certaine période de transition. On a du mal à l'expliquer, mais Tebboune, en aucun cas, ne peut se représenter pour un troisième mandat. En aucun cas. Par contre, il peut déclencher une situation exceptionnelle qui peut prolonger son pouvoir. Ça existait déjà dans la Constitution, avant le dernier changement qui a été opéré au mois de mars. On parle de période d'exception, d'état de siège, état de guerre, etc. Mais là, il y a un problème sur lequel nous sommes en train d'enquêter. Abdelmajid Tebboune, maintenant, il a la possibilité d'organiser des élections locales anticipées, alors qu'il n'avait pas ce droit. C'est-à-dire qu'il peut demain dire « Je ne reconnais plus les maires et les élus de l'Assemblée des APC, des APUI, je veux absolument qu'il y ait des nouvelles élections locales ». S'il organise des élections, on a des élections législatives au mois de juillet prochain, 2026. S'il veut organiser des élections locales juste avant les élections présidentielles, ça peut toucher au calendrier électoral. Il y a peut-être la possibilité que son mandat soit prolongé. Mais ça, j'en suis pas sûr que ça soit juridiquement fondé, que ça peut lui servir d'argument. Tebboune, qu'est-ce qu'il voulait? Il ne voulait pas d'un troisième mandat. Officiellement, Tebboune voulait d'un prolongement de 2 années supplémentaires. L'armée nationale et populaire, l'état-major de l'armée, il a dit non, on ne te soutiendra pas. On préfère trouver un successeur et on garantit la paix, etc., la sécurité à tes proches, etc., mais pas de prolongement au pouvoir. Donc, il a abandonné, Saïd Chingriha ne l'a pas soutenu parce que l'état-major de l'armée et l'institution militaire n'a pas voulu le soutenir parce que l'armée ne voulait pas cautionner cela. Merci beaucoup pour les cadeaux. L'armée ne voulait pas cautionner cela. L'armée qui n'a pas voulu donc cautionner cela, elle l'a dissuadé, elle a été contrainte à revoir ses calculs. Maintenant, est-ce que cette astuce à les élections locales peut lui permettre de reporter ou de toucher au calendrier électoral? Nous sommes en train d'enquêter là-dessus. AB Travel, dernière question. Allez, AB Travel sur TikTok. C'est vrai que l'Algérie a gagné 10 milliards au mois de mars? Qui va chez elle peut gagner 10 milliards de dollars au mois de mars? J'aimerais bien qu'on m'explique comment elle peut gagner 10 milliards de dollars en un seul mois. N'écoutez pas n'importe quoi, l'équipe, n'écoutez pas n'importe quoi. Que ce soit des articles de la presse étrangère ou de la presse algérienne, on ne peut pas gagner 10 milliards de dollars en un seul mois. Peut-être en cumulé pétrole et gaz, non, c'est pas possible, 10 milliards de dollars en un seul mois, ça c'est pas possible. 10 milliards de dollars au mois de mars, c'est pas possible. Ça c'est une fake news, encore une fois, et je l'ai vu circuler, et je vais l'expertiser encore une fois, et merci pour la question qui nous a été posée. On va essayer de créer un concept de vérification, de fact-checking, de vérification des faits. On va prendre des grosses fake news qui circulent sur les réseaux sociaux, en Algérie, sur le web algérien, et au Maghrébin, au Marocain aussi, parce qu'il y en a beaucoup aussi au Maroc, en Tunisie ailleurs, et on va essayer de les démentir et de les démanteler. Vieux loup, est-ce que Tebboune sera un jour jugé? Franchement, non. Le régime algérien, s'il reste au pouvoir, c'est la même architecture du pouvoir, n'est pas changée, n'est pas diamétralement opposée. Le régime algérien ne jugera jamais un président. Bouteflika n'a pas été jugé, Tebboune ne sera pas jugé. Sauf s'il y a une révolution majeure et un changement majeur. Le scénario le plus probable, c'est que Tebboune, ou il va mourir avant la fin de son mandat, ou il va être contraint de choisir un successeur, il va s'écarter, il va mourir 2-3 années après la fin de son deuxième mandat, sachant qu'à la fin en 2029, à la fin officielle de son mandat, il aura quand même 84 ans. Entre 83 et 84.
c'est l'âge auquel Lemizerwell est mort. Déjà, il est malade, il est fatigué de plus en plus, il a 80 ans. Il aura 81 ans en fin d'année 2026. Il a des problèmes de santé, donc il faudrait d'ailleurs qu'il puisse rester en vie pour pouvoir être jugé. Mais jugé, non. La doctrine officielle en Algérie, on ne juge pas un président de la République. On s'attaque à ses proches, à sa famille, à ses alliés, à ses complices. Mais on ne juge pas un président de la République parce que le président de la République est le représentant, c'est un emblème. En Algérie, le président, c'est un emblème. Le chef d'État en Algérie, c'est un emblème. L'Algérie, c'est une monarchie présidentielle. Le chef de l'État, il a tous les pouvoirs. Et avec les pouvoirs qui ont été choisis par Tebboune, qui ont été offerts à Tebboune à travers la Constitution de 2020 et les nouveaux changements, soi-disant techniques, qui ont été décidés en mars 2026, le président de la République est plus qu'un roi. Il a le pouvoir judiciaire absolu, il est le commandant des forces armées, c'est un symbole. Il est sur le même pied d'égalité que le drapeau, que l'hymne national. Donc le juger, non. Alors, lui succéder, pour le moment, je ne vois personne. Pour le moment, c'est très tôt pour le dire. J'ai déjà répondu à cette question. Les trois personnalités qui sont pratiquement prêtes, prêtes, non, entre guillemets, qui pourraient être prêtes, Ramtan Lamamala, Ali Rderi ou Ayman Ben Abdelrahman, l'ancien Premier ministre, sont les trois personnalités qui pourraient être choisies au cas où. Mais ça reste à visibilité restreinte sur le TikTok. Bon, la visibilité a été restreinte sur TikTok, on nous a énormément signalé. Je tiens à vous dire, je tiens à vous remercier énormément pour votre participation. Il est 23h45, nous discutons ensemble depuis plus de 70 minutes. Je vous remercie énormément de nous avoir suivis. Partagez massivement ce live aussi. Dites-nous good live. On dérange énormément les mouches, on dérange beaucoup de personnes. Visiblement, ça ne fait pas plaisir de partager nos idées, nos informations et les dessous de nos révélations sur l'actualité algérienne. Mon mail, Philippe, c'est très simple, abdo.semar@gmail.com. abdo.semar@gmail.com. Nous nous battrons toujours, malgré toutes ces tentatives de censure pour la liberté d'expression. On se battra jusqu'au bout et nous serons toujours guidés par les mêmes valeurs, les mêmes principes, la liberté d'expression, l'honnêteté, l'objectivité et le maximum de professionnalisme et de droiture dans l'exercice de notre métier et dans la mission très difficile qui est de vous informer, encore une fois honnêtement, noblement et correctement.